Récession, resserrement monétaire, flambée du pétrole, dette, crise, seule issue possible, le plongeon brutal, la chute fatale. On ne reviendra plus en arrière car le pire est à venir, à s'en arracher les cheveux. Alors autant en terminer. C'est quoi cette lumière? Ah, enfin du vert. Les taux reculent, le dollar US faiblit, les indices rebondissent, les cryptos s'envolent direction les ATH. Ah, c'est quoi ce texte encore là? Ouais, tu t'enflammes un peu là, non? Rattrape pas. Ouais, encore un effet de levier celui-là. Est-ce qu'on peut passer directement au marché qui est vert pour la première fois depuis... je crois même que j'avais des cheveux à l'époque. Le marché cherche à avoir de la visibilité. Il s'accroche au peu d'est-ce qu'il y a cette semaine, notamment les sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qu'on appelle les PMI. Je la fais courte, voilà, c'est tout pourri. En France, on est au plus bas depuis 5 mois. Si on exclut les périodes de confinement sanitaire, c'est le pire ralentissement de la croissance, je parle des PMI, depuis novembre 2008. Et en plus de tout le contexte que tu connais, l'échec d'Emmanuel Macron à avoir une majorité absolue à l'Assemblée, on a rajouté une couche sur la confiance des dirigeants français. Parce que ça sent la paralysie tout ça. La Banque de France estime qu'il y aura cette année un taux de chômage à 7,4% en France contre 7,9% l'année dernière. Aux États-Unis, le PMI lui est ressorti largement inférieur aux attentes. Standard & Poor's relève 2 éléments inquiétants. Les pressions inflationnistes sont encore très fortes pour le mois de juin. Le coût des intrants et des charges de production augmente encore. Les entreprises ont souvent mentionné qu'elles avaient augmenté les salaires pour éviter que les salariés ne se tirent. Restons aux États-Unis avec les ventes de logements existants qui ont diminué pour le 4e mois consécutif. Le prix de vente médian d'une maison aux États-Unis a dépassé les 400 000 $. Et pendant qu'il y a un resserrement monétaire un petit peu partout dans le monde de la part des banques centrales, il y a un endroit où un village, alors oui c'est un peu plus gros qu'un village, c'est une archipel, d'irréductibles banques centrales injectent qu'elle en peut plus, rachètent des obligations qu'elle en peut plus, le Japon. Il y aura les élections sénatoriales le 10 juillet, alors que l'opposition accuse le gouvernement de faire en sorte de faire éclater l'inflation et de ne pas renchérir le yen, donc de ne pas le défendre. Mais la BOJ, la Banque centrale du Japon, ne l'entend pas de cette oreille et ne lâche rien. La semaine dernière, on a eu plus de 10 000 milliards de yens, l'équivalent de 77 milliards d'euros. Retiens bien ce chiffre, 77 milliards d'euros. C'est le montant d'achat d'obligations d'État sur la semaine. Donc, hebdomadaire. Oui, je précise plusieurs fois parce qu'on ne se rend pas compte. C'est le montant le plus important de l'histoire du pays. Et si on le compare avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, même si oui, on peut dire que c'est pas forcément une comparatif forcément intéressant puisqu'elle est toujours à la bourre, tout ça, la Banque Centrale Européenne, on est à 25,5 milliards d'euros de rachat d'obligations, pas par semaine, par mois. Par mois? Ah non, par jour? Par jour, ouais. Ouais, attends, sinon t'as rien. Retournons aux États-Unis avec l'événement de la semaine, qui ne devait pas en être un puisqu'il avait déjà parlé la semaine passée, mais visiblement il a envie de parler. GG est vraiment déterminé à lutter contre l'inflation. Des fois, les marchés, c'est comme les gosses, faut leur dire 9 fois la même chose sur à peu près 9 jours différents pour que ça commence à rentrer. Et il était tellement chaud comme jamais que j'étais obligé de lui passer un petit coup de fil parce que c'était pour être sûr. Hi Gigi. Yeah, ça fat and you? Ouais, t'es chaud, ouais, putain, je vois que tu parles beaucoup en ce moment. Ah, t'as besoin de parler? Bah oui, non, mais faut évacuer. Oui, il faut mettre aussi les marchés en confiance, oui, c'est clair. Je voulais savoir, à midi, qu'est-ce que t'as bu? T'as bu de l'eau? Non, parce que je te trouve quand même bien chaud, là. C'est bien toi qui as dit, des indicateurs récents suggèrent que la croissance du PIB brut réel s'est accélérée ce trimestre. Les dépenses de consommation restent fortes. T'es sûr de ça? Ouais, cette fois, t'es sûr? Non, mais parce que, tu sais, la dernière fois... transitoire, l'inflation, tout ça. D'accord, cette fois c'est différent. Ok. T'as dit aussi, je crois, l'économie américaine est très forte, peut gérer une politique plus rigoureuse. D'accord. Donc là, t'es au max. All in. D'accord. Ok. Non, mais c'était juste pour être sûr. On se retrouve aux ATH. D'accord, ça marche. Allez, bisous. Merci en tout cas. Merci. Non, raccroche-toi. Non, toi d'abord, raccroche. Nantes. Récession possible, oui, avec une anticipation des taux d'ici la fin de l'année à 3,4%.
les marchés sont en mode récession. En tout cas, d'après ce que nous indique l'évolution des matières premières au cours de ces derniers jours, le cuivre en l'occurrence se replie depuis plusieurs jours et c'est intéressant parce que c'est quand même un indicateur économique, voire même un indicateur avancé de la santé économique qui nous montre une perte de confiance des opérateurs quant à la capacité des économies à conserver leur croissance, et ce pour les prochains trimestres. Et cette baisse des cours du cuivre intervient alors qu'il y a une grève. Et ça, c'est chez le premier producteur mondial, Codelco. Pareil pour le pétrole qui passe sous les 110 $. Moi, ce que je trouve quand même assez marrant, c'est que quand il monte, en fait, c'est pas bien parce que du coup, c'est cher. Du coup, ça a pesé sur la croissance parce que du coup, c'est cher, machin, tout ça. Et quand ça baisse, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on va peut-être être en récession. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez être content ou pas? Les grandes banques américaines, quant à elles, augmentent leur probabilité de récession pour les États-Unis. Ça reste des probabilités. Et en l'occurrence, on va le voir, ça se mouille pas des masses. Citigroup estime à 50% les probabilités de récession. Bah, je t'avais dit. Comme ça, à la fin de l'année, ils pourront dire... Alors, récession combien? Ah oui, il y a récession, tu vois, je te l'avais bien dit. Ah non, il n'y a pas récession, tu vois, je te l'avais bien dit. 30% de probabilité pour Goldman Sachs, mais ils vont plus loin dans la réflexion. Et là, accroche-toi le slip, parce que j'ai dû relire 3 fois avant de comprendre. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir encore compris. Mais Goldman Sachs a prévu une probabilité conditionnelle de 25% que les États-Unis entrent en récession en 2024 s'ils en évitent une en 2023, ajoutant que cela signifiait qu'il y avait une probabilité cumulée de 48% de récession au cours des 2 prochaines années par rapport à sa prévision antérieure de 35%. Voilà, je vais pas mentir. Je pense, les gars, que vous décribilisez un peu la profession d'analyste. Je veux pas balancer, mais... Ah bah toi tu décribilises pas le métier de prof de français, hein, c'est sûr. Du coup, Goldman, on achète ou on vend? Ah, c'est plus compliqué que ça. Ouais, je sais. Ouais, c'est compliqué. Pour Bank of America, c'est 40% de probabilité de récession l'année prochaine. Et pour la Fed d'Atlanta, la récession, c'est pour tout bientôt. C'est la ligne verte là que tu vois, cacadois là, qui est en train de descendre. Tout ça pour que finalement, cette semaine, les marchés soient dans le vert. Voilà. On a bien fait de s'emmerder avec toutes ces prévisions à la con. Et vous regardez moins Netflix, bande de petits coquins. Bah oui, c'est parce que probablement vous regardez plus cette chaîne YouTube. Bah oui, grâce à vous, je suis en train de récupérer tous les abonnés qui l'étaient à Netflix et qui arrivent ici. Et il y en a pour combien du coup des abonnements Netflix? 2 millions. Ah ouais, quand même. Et nous, on en a combien? Ah, probablement que les gens s'abonnent pas. Bah oui, les gens ne likent pas, ne partagent plus. Bon, bah, parce que c'est comme ça, je retourne dans ma grotte. Première perte trimestrielle d'abonnés et ce depuis 10 ans. Ce qui ferait donc 2 millions d'abonnés en moins au cours du trimestre en cours. Elle va probablement également lancer des solutions publicitaires en 2023. Visiblement, tout le monde apprécie d'avoir des publicités en plus de payer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, l'abonnement sera moins cher, bien évidemment. Voilà, c'est un projet. En tout cas, Netflix, ça va pas des masses. Elle a annoncé supprimer 300 employés dans le monde. Lufthansa, quant à elle, elle va supprimer 3000 vols cet été. Un petit peu plus. Pas assez de personnel, trop de grèves, Covid, tout ça. Ceux qui annoncent des files d'attente à rallonge, si tel n'est pas déjà le cas, comme en Grande-Bretagne où il y a des annulations en série de plusieurs compagnies aériennes, EasyJet, British Airways, TUI ou Wizz Air. Donc si tu prends EasyJet cet été, qui a annoncé une réduction de son personnel, aussi bien dans les aéroports, dans les contrôles, enfin partout quoi, en fait, ça sent un petit peu l'enfer cet été. Nike, quant à elle, devrait bénéficier de la réouverture de la Chine, enfin, qui était à fond dans les restrictions sanitaires, et de la prochaine Coupe du Monde. Elle a annoncé également se retirer complètement du marché russe. Pfizer, quant à elle, a conclu son acquisition dans Valneva. On parle de 8,1%, qui est spécialisé dans les vaccins pour un peu moins de 100 millions d'euros. En plus, elle a l'intention d'évaluer son VLA15 pour une étude de phase 3. En plus de ça, on a l'Agence européenne des médicaments qui a validé son vaccin contre le Covid. L'action en a particulièrement bien profité, elle a fait x2. Je le disais la semaine dernière, j'étais un petit peu plus partagé sur les marchés, étant donné que les indices d'un côté sont arrivés sur des gros niveaux qui pour le moment tiennent, et d'un autre côté, ils ne suscitaient pas pour le moment de réaction positive, ce qui laisse planer le doute. Du coup, peut-être que cette semaine, on verra moins de scénarios ultra pessimistes, en mode effondrement général des marchés et de l'intégralité du système capitaliste. Oui, pardon, je fais un peu trop long. Enfin, baissier quoi. Les mauvaises nouvelles sont en train
train d'être digérée. Alors elle reste présente et c'est vrai que l'absence de visibilité nous incite du coup à chaque fois intégrer un petit peu plus de nouvelles positives, un petit peu plus de nouvelles négatives, ça dépend des jours. En tout cas, ça ne permet pas pour le moment de chercher des ambitions trop ambitieuses, qu'elles soient ultra bullish ou ultra bearish. Donc comme on le disait la semaine dernière avec l'intervention de Rodolphe, intraday is king. Sinon, je t'avais partagé également par exemple ma demi-position sur l'indice CAC 40 qui était à l'achat tant qu'on tenait cette zone des 5850 points. Et ça a été le cas toute la semaine. Elle a tenu et derrière même ça a relancé. Et alors même où je suis en train de tourner la vidéo, on est à plus de 6000 points sur le CAC. Donc il n'y a rien d'exceptionnel non plus parce que pour retourner toutes les tendances baissières qui sont en cours sur beaucoup d'indices, il va falloir plus de temps déjà passer les zones de résistance, s'y installer au-dessus. Donc il y a encore un petit peu de chemin. Mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est plutôt cool. Ça apaise un peu les marchés, ça nous apaise aussi. Je continue donc à être modérément bullish. D'ailleurs, même l'indice Russell qui est l'indice, comme son nom l'indique, Russell indice. Non, pas l'indice russe. L'indice Russell 2000, c'est l'indice américain qui réunit 2000 small cap. Et il s'appelle Russell car il a été créé par Frank Russell. Donc l'indice Russell 2000 a retracé 50% de toute la vague de hausse et en plus de ça, on est revenu sur les précédents plus hauts qu'on avait réalisés ces dernières années. Bref, c'est un gros niveau clé. Si on cherche du timing, on est bon. Big level plus timing égale rebounding. Mon avis est que, aidé par le repli des cours du pétrole, le repli du taux à 10 ans aux États-Unis, ouais, on est revenu quasiment proche des 3%, on était à 3,50% il y a 2 semaines, du dollar américain également qui se stabilise en dessous de cette grosse zone mensuelle, et Jérôme Powell particulièrement en confiance qui a aidé probablement les marchés cette semaine pour lutter contre l'inflation, ça favorise des rebonds techniques partout, en tout cas sur tous les actifs risqués. Sur ces gros niveaux clés qui ont été préservés. Pas d'enflammade pour autant, c'est simplement une semaine de respiration et ça fait pas de mal. Attention quand même, lorsqu'on arrivera sous des résistances daily, si on va jusque là, ce seront des zones de vente. On verra ça d'ailleurs dès lundi sur IVT si t'en fais partie au travers du carnet de bord. Là, on était dans les big zones d'achat, chaque chose en son temps. L'eurodoll quant à lui ne bouge pas, pareil sur le silver et sur l'or. Même détente sur le marché des cryptos, ça fait pas de mal non plus comme sur les marchés traditionnels. Des petits signes positifs ici et là. Sur certaines cryptos, on est en train de repasser au-dessus des MM20 daily ici en bleu qui sont d'ailleurs encore particulièrement baissières. Sur le Bitcoin, on tient. Au moment où je tourne la vidéo, on tient les 20 000 $. Les 1000 $ sur l'Ether, ça fait du bien un peu de vert. Même si on sait très bien qu'il faudra encore faire un bout de chemin avant de retourner cette psychologie baissière matérialisée par des tendances qui sont baissières sous des moyennes mobiles journalière. Il faudra pour cela s'installer au-dessus de zones de résistance clés, par exemple sur le Bitcoin 23 000 $ ou encore 1300 $ sur l'Ether. Voilà, les deux majeurs. Et sur la capitalisation totale, si on intègre Bitcoin et Ether au-dessus des 1000 milliards. En prenant un petit peu de recul, voilà ce que ça nous donne sur le Bitcoin. Sur des unités de temps long terme, chaque bougie égale une semaine. Et comme j'ai répété toute la semaine, ou en tout cas presque dans tous les morning moods le matin, au-delà du fait que ce soit trop tard pour paniquer, trop tôt pour arbitrer, c'est-à-dire pour choisir quel dossier va rebondir le plus vite, etc. Là, on est simplement pour le moment sur des rebonds techniques. Qu'on soit entré fin 2021, début 2022 sur le marché, donc on a connu en gros quasiment qu'une phase de baisse, ou qu'on soit entré 2017, 2018, 2019, peu importe, il n'y a pas de nécessité de prendre de décision majeure de se retourner complètement le cerveau. Là, c'est trop tard. Donc, on essaye activement de continuer à travailler à l'achat sur les cryptos les plus fortes du moment. Alors attention, ça peut tourner très très vite. Pas forcément d'explication pourquoi il y en a une qui va exploser plus que l'autre. Cette semaine, par exemple, je t'en partage ici deux. Dusk ou encore Nier. Au moment où je tourne la vidéo, encore une fois, je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont. Mais peu importe. Globalement, elles se ressemblent à peu près toutes. Même si, par exemple, cette semaine, on a eu Matic qui a doublé. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Je l'ai déjà dit ici, mais je vais insister parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le fait de continuer à travailler aujourd'hui, même si c'est un marché anxiogène, pénible, difficile, que les rebonds sont limités, que ça se fait dans la douleur. Le fait de travailler aujourd'hui et de garder le rythme, que ce soit le matin avant d'aller bosser,
dans la journée, le soir après le boulot, de faire son petit travail de recherche, que ce soit d'un point de vue technique, fondamental, même si on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune opportunité ou en tout cas que ce sera tellement secondaire que ça vaut pas le coup, ça permet d'avoir une organisation de travail. Donc déjà, c'est comme ça et c'est de cette manière qu'on peut tomber par exemple sur une Matic qui fait du x2. Alors, il n'y a aucune garantie qu'on tombe sur la bonne, mais on a la garantie de ne pas tomber dessus si on ne fait rien. Et quand le marché repartira vraiment, on sera outillé. On sera organisé, on sera préparé psychologiquement, physiquement, en termes de temps et d'organisation sur la journée. On sera dans ce même rythme de recherche où cette fois-ci, quand ça repartira, en plus de ça, on sera récompensé de nos efforts. Et tout ce qu'on a fait peut-être aujourd'hui où c'était très difficile, voire peut-être même inutile, voire peut-être même contre-productif, eh ben on dira effectivement, j'ai bien fait d'avoir ce rythme-là. Donc c'est pénible, c'est lassant, c'est facile aussi d'abandonner, c'est facile à dire. Donc je vous partage ma modeste force dans ce climat qui est toujours pour beaucoup anxiogène, pessimiste, pour ne rien lâcher. Bravo à vous en tout cas si vous en faites partie. Il faut continuer comme ça, peu importe le bruit, ce qu'on entend. Ah oui, autre chose, Binance va supprimer les futurs et tout ce qui a effet de levier à partir du 2 août. Donc du coup, j'ai dû appeler le service après-vente. Non, pardon, j'ai pas confondu. Pas service après-vente, c'est service client. Plus sérieusement, pas d'effet de levier. Cet ajustement là, réglementaire, machin, etc. J'ai vu que ça a fait jaillir en disant oh, vite, faut clôturer le compte, faut aller là-bas parce que là-bas ils proposent de l'effet de levier, etc. C'est un mal pour un bien. Déjà, ça évite de faire l'effet de levier, mais au-delà de ça, ça permet à Binance de se conformer à la réglementation. Et même si pour certains, c'est un sentiment de dire on n'a pas la liberté, c'est un sentiment de se soudoyer. Et je pense que pour une acceptation un petit peu plus large des cryptos, au-delà même du trading, l'investissement, il faudra aussi pour cet écosystème, pour cette communauté, faire des concessions. Et entre nous, franchement, pas de levier. Vu que c'est déjà hors de question ici. Allez voilà, c'est l'heure du pouce, du like, du partage, du kiff, du commentaire, du tout ce que tu veux. Merci à tous. À la semaine prochaine, encore pas mal de statistiques macroéconomiques, peut-être même encore un petit peu plus d'optimisme. En tout cas, toujours autant de persévérance, force et honneur et à très vite. Ciao!